messieurs et dames, merci de nous retrouver de nouveau dans notre entretien Vision 26 qui reçoit aujourd'hui le docteur, si on peut le dire, le professeur José Baménique. Suivons son portrait tous et retrouvons juste après. Entretien Vision 26 reçoit M. José Baménique, secrétaire général de l'Université panafricaine du Congo, chef de section à USE, coordonnateur national de l'ONG Ma Ville, Mon Paradis. José Baménique, porteur d'un diplôme de master en architecture, urbanisme et paysage de l'Institut de génie civil en Russie. Actuellement docteur dans l'Institut de génie civil Saint-Pétersbourg au département d'architecture du paysage. José Baménique, mari et père des 4 enfants, son dévouement dans son métier d'architecture urbanisme a suscité notre curiosité de savoir sur sa personne. Bonjour Monsieur José. Bonjour madame. Merci d'abord de nous recevoir ici dans votre bureau. C'est un grand plaisir pour nous que nous soyons là enfin pour essayer de discuter un peu avec vous. Vous êtes un homme à multiples casquettes, c'est-à-dire vous êtes d'abord le coordonnateur national de l'ONG Ma Vie, Mon Paradis. Vous êtes le secrétaire national Secrétaire général de l'Université panafricaine du Congo. Vous êtes professeur à l'USA, c'est-à-dire vous avez tellement de casquettes, on ne sait pas par où commencer, mais vous êtes un homme très important pour notre population. Mais notre entretien d'aujourd'hui portera sur les inondations. Pourquoi les inondations? Parce que vous êtes un docteur en architecture et urbanisme. Dites-nous, quel est le problème général des inondations en République démocratique du Congo, si on peut commencer? Bien, je voudrais beaucoup plus parler des inondations dans la ville de Kinshasa parce que c'est le miroir de notre République. Kinshasa est la capitale de la République démocratique du Congo. Je dois vous dire d'abord, madame, historiquement, Kinshasa a été bâti sur une plaine alluviale. Et des problèmes des inondations que nous connaissons actuellement, c'est un problème dit aux 3 aspects comme cause. Quels sont ces aspects-là? Alors, ces aspects, je pense que, premièrement, c'est l'occupation anarchique de l'espace de Kinshasa. Et deuxièmement, je pourrais dire, c'est le manque de gestion, le manque ou l'absence de gestion environnementale. Et troisièmement, je dirais le non-respect des normes urbanistiques et environnementales. Ben là, le non-respect des normes. Alors, vous, en tant que docteur en architecture, master, je corrige bien master, je suis doctorant, je vais défendre ma thèse d'ici 2 ans. Voilà, on va y arriver, mais parlons un peu de votre ONG, dont vous êtes le coordonnateur national, qui est Ma Ville, Mon Paradis. Mon Paradis. Quel est le secret caché derrière le nom-là? Vous savez, madame, les pasteurs nous disent toujours qu'au paradis, il n'y a pas de saleté, au paradis, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de riches, il y a l'égalité de genre, au paradis, il n'y a pas de maladies, donc il n'y a pas de mots qui peuvent nuire à la population. Les paradis, pour nous, d'une manière brève, c'est là où il fait bon vivre. Donc, si nous arrivons à faire de nos villes des endroits qui feront bon vivre, je pense que ce genre de problèmes comme des inondations, des éboulements, les érosions, ça n'aura pas sa place. Votre ONG officiellement, ça fait combien de temps qu'il existe?
Nous existons depuis 2015. Ça fait 4 ans déjà qu'on est en action dans les différents territoires, pas seulement de notre pays, mais également d'Afrique. Monsieur José Bamenikio, qu'est-ce que vous a motivé ou vous a poussé à créer cette ONG? Et j'ai fait une observation. Moi, j'avais fait pratiquement 15 ans en Europe. J'ai fait mes études universitaires là-bas. J'ai constaté que les villes européennes sont bien construites et nous sommes dans un même univers. Et les Blancs n'est pas un homme extraordinaire parce que dans les universités, nous avons tous reçu le même enseignement. Et c'est comme ça que quand je suis rentré, après avoir fait plusieurs années d'enseignement, d'observation, et je me suis dit, il était temps, en 2015, qu'on puisse quand même créer une ONG qui s'occupera de l'environnement. Et notre vision globale, c'est un environnement sain pour une vie saine. Donc c'est un défi et par rapport aussi à ma formation. Parlons de ces défis. Est-ce que vous croyez vraiment relever ces grands défis? Bon, je crois parce que j'ai dit tout à l'heure que si ailleurs ils sont arrivés à résoudre des problèmes liés à l'environnement, moi je pense que pourquoi pas nous. Je crois, c'est difficile bien entendu parce que parfois je ne suis pas bien compris, mais je pense que à pas des tortilles, on arrivera quand même à notre but que nous nous sommes assignés dès le départ. Monsieur José, qui sont les bénéficiaires officiels de votre structure? Et les bénéficiaires officiels, dans un premier temps, c'est la population. C'est la population tout entière. Mais la grande difficulté que nous avons, les niveaux également de la population, les niveaux en matière d'éducation de la population nous posent problème. Et vous pouvez imaginer, madame, quand j'ai créé l'ONG, et la fiche d'adhésion, au départ, c'était 3 000 francs. 3 000 francs. Mais il n'y avait pas d'adhésion. Les gens ne se sont pas adhérés. Et nous sommes arrivés à les mettre gratuitement et on a vu que beaucoup de gens sont venus pour adhérer. Et les gens me disaient, quel est notre bénéfice? C'est des bénéfices qui parlaient, c'est beaucoup plus des bénéfices liés à l'aspect finance. Et moi, j'ai dit non. L'effet de transformer déjà notre environnement, je pense que quelque part, ça a un bénéfice. Donc les bénéfices qu'il faut attendre, ce n'est pas seulement l'argent, mais l'effet déjà d'avoir un beau cadre où l'homme peut se développer, c'est déjà un grand bénéfice. Donc c'est la population qui est d'abord, par excellence, les premiers bénéficiaires. Pour la population, le premier bénéficiaire, mais pensez-vous vraiment faire votre campagne comme il faut pour permettre à ces gens-là d'adhérer à votre structure? Bon, nous sommes en train, par rapport à notre plan d'action, comment nous réagissons dans les différents endroits. Et là, le grand problème que nous faisons ces derniers temps, ou bien les premières actions que nous sommes tentés de faire, je dirais comme cela, c'est la sensibilisation. Donc nous passons dans des écoles, nous passons également dans des églises de réveil pour conscientiser la population, pour dire que non, nous devons avoir un environnement propre, un environnement où il n'y a pas de saleté, pour que nous puissions quand même vaincre ou bien éradiquer certaines maladies comme les maladies de main sale, le typhoïde, les malarias et puis autres. En fait. Monsieur José, de la création, de l'idée à la création, à la concrétisation, pensez-vous vraiment, vous personnellement, dans les jours à venir, vous allez vraiment arriver à ce que vous pensez dans votre tête pour cette ville de Kinshasa par rapport à votre ONG? Il est difficile à moi parce que ça fait 4 ans. Bon, il est vrai, je ne suis pas tellement connu parce que la population visée jusque-là n'arrive pas à comprendre l'idée que moi j'ai dans la tête. Quelle est votre idée là? Transmettez-la à cette population pour qu'ils vous comprennent. Alors, je dirais à la population, je parle de la ville de Kinshasa, je dirais à la population quinoise que le nouveau gouverneur, par exemple, a lancé une grande action, Kinshasa-Bopeto, mais ça risque d'être un slogan si la population ne s'implique pas.
Mais si la population s'implique, ça sera une réalité. Et nous avons salué les programmes du gouverneur, mais s'il peut également associer les têtes pensantes, moi je pense que les choses pourraient marcher bien. Alors, la première des choses qu'il faut, c'est le changement des mentalités, donc l'éducation environnementale. Et moi, dans mon humble avis, je pense qu'au niveau même des écoles primaires, il serait intéressant qu'on puisse introduire des cours élémentaires liés à l'environnement pour que les gens, dès les bas âges, arrivent quand même à comprendre que non, l'environnement a quand même des normes, a des principes. Donc, les grands problèmes à résoudre, c'est le changement de mentalité. Si on arrive à réussir ces problèmes-là, et je pense que les programmes de notre gouverneur actuel, ça pourra réussir. Et puis, nous allons vivre au paradis, comme indique notre ONG. Merci, M. José. Pour ceux qui veulent intégrer l'ONG Ma Ville, Mon Paradis, comment est-ce que peut vous contacter? Quelle est l'adresse principale qui accompagne cet aspect? Bien, les gens qui veulent nous contacter, et je dois dire d'abord, avant de donner l'adresse, nous sommes dans les 24 communes de la ville de Kinshasa. Et là, nous sommes allés de porte en porte pour expliquer. Et l'adhésion est gratuite. Et les gens qui veulent nous trouver peuvent venir dans les bâtiments de l'Université panafricaine du Congo, où nous avons un bureau, où se trouve notre siège. Et sur l'avenue PC, numéro 1, quartier d'Imez, commune de Mongafula, ou bien par le numéro 089 98 08 et 307. Merci José. Restons dans l'actualité qui est les inondations en République démocratique du Congo. Tant de morts. Vous, en tant que spécialiste en architecture, comment pensez-vous régler ces problèmes? Et comme j'avais dit au départ, nous devons savoir par l'histoire, la ville de Kinshasa était construite sur la plaine alluviale. C'est quoi la plaine alluviale? Il faut bien c'est-à-dire le terrain qui auront la chance de nous suivre. Le terrain est plat. Donc, sur une plaine, en fait. Sur une plaine, à côté, il y a le fleuve. Et la ville de Kinshasa est divisée, en termes de relief, est divisée en deux parties. Nous avons certaines communes qui sont sur les collines et d'autres communes sur les plaines, comme Barumbu, Lingwala, commune de Kinshasa, ça se trouve sur les plaines. Et par contre, Mongafula, Ngaliema, se trouve Ngaba, pas Ngaba, Kisenso, se trouve sur les collines. Et les communes qui sont sur la plaine alluviale, comme j'avais dit, ont des problèmes d'inondation. Et les communes qui sont sur les collines ont souvent des problèmes d'érosion, d'éboulement. Alors, au départ, il y avait des égouts. À l'époque coloniale, tout juste après l'indépendance aussi, il y avait des égouts qui récoltaient toutes les eaux pluviales de la ville de Kinshasa pour se déverser au fleuve. Et ces égouts sont bouchés. Et il y a au niveau de Mouchi, il y a aussi un grand collecteur qui est bouché. Et au niveau également de la gare centrale où on avait construit, on devait faire un hôtel, un bâtiment inachevé jusqu'à ce jour ici, sur le boulevard du 30 juin à la gare centrale. Et là également, on a bouché un grand collecteur qui récoltait les eaux de Barumbu, Lingwala et Kinshasa. Comment ces trucs-là sont bouchés? Ils sont bouchés parce qu'il n'y a pas eu de curage, parce que de temps en temps, il faut arriver à faire des entretiens dans ce genre d'égout. Mais si on ne le fait pas, et ça fait plus de 50 ans déjà, et ça a été bouché, et également, j'avais soulevé, à cause de constructions anarchiques. Il y a certaines constructions, en bas, il y a les égouts qui sont passés. Il y a des égouts qui sont passés là. Mais les gens ne le savent pas. Donc, quelque part là, je donne la faute aussi à l'administration de l'État. Pourquoi? Parce qu'avant de construire, il faut demander une autorisation des bâtis. Alors, quand le document arrive à la commission des bâtis, c'est à ce niveau-là qu'on devrait dire en principe que non, monsieur,
on ne peut pas vous octroyer l'autorisation parce que là où vous voulez construire, il y a un égout qui est passé. Mais, avec surprise, on se rend compte que les gens arrivent à construire et 10 ans, 15 ans après, on se rend compte que non, en bas de ce bâtiment-là, il y a des égouts. Donc, quelque part, là, il y a la négligence de l'administration, s'il faut le dire, dans ce sens-là. C'est comme ça que j'avais dit au départ, et la cause première, c'est les constructions anarchiques. Mais pour arriver à surpasser les inondations à Kinshasa, qu'est-ce que, d'abord, nous, les Congolais, on peut faire et qu'est-ce que l'État congolais peut faire pour épargner de vies de gens? Nous venons de voir ici à Rond-Point-Ngaba, il y a une inondation, tant de morts après la pluie. Monsieur José, qu'est-ce que l'État congolais peut faire pour aider les Congolais? Merci bien, c'est une très bonne question. Moi, je pense que l'État doit bien jouer son rôle. Et il est vrai, à notre époque, l'État est devenu arbitraire. C'est-à-dire, les agents de l'État doivent être des gens honnêtes, des gens sérieux et les respects des normes. Quand vous parlez de l'honnêteté, vous faites allusion à quoi? Allusion à tout cela, parce que, et je dois vous dire, il y a certains documents administratifs où la taxe a été fixée à 10 $, par exemple. On arrive là-bas, on vous demande 15-20 $. Donc c'est dans ce sens que j'ai dit la malhonnêteté, en fait. Donc c'est comme ça que je demande que les agents de l'État soient honnêtes, mais pour qu'ils arrivent à être aussi honnêtes, et ils doivent avoir aussi un très bon salaire. Parce que si quelqu'un n'a pas un bon salaire, il va développer un autre mécanisme qui fera que, bon, il commence à soutirer l'argent, à dévier peut-être l'argent qui devrait être versé à la caisse de l'État. Et je dis également les respects. Et vous ne pouvez pas imaginer, madame, je ne vais pas citer le nom de ce bourgmestre. Je vais voir ce bourgmestre, je lui présente un plan. Je dis, monsieur le bourgmestre, ça c'est le plan de quelle commune? Il dit, je ne sais pas. Je dis, mais non, c'est votre commune. Donc vous êtes le numéro 1. Donc lui-même étant le numéro 1 de cette commune, il ignore même la configuration de sa commune. Donc c'est un problème sérieux. C'est un problème sérieux. Et il y a même certains chefs de quartier, certains bourgmestres, qui ne savent même pas la population de sa commune est de combien. Tout ça, ce sont des problèmes. Et puis les respects des normes urbanistiques, sous la haute tension, par exemple, c'est une servitude, on ne construit pas. On ne construit pas sous la haute tension. Mais regardons à travers la ville de Kinshasa, sous la haute tension, il y a des constructions. Et c'est ça que moi j'appelle les constructions anarchiques. Mais quand vous allez, vous demandez à ces gens, ils vont vous brandir les autorisations de bâtir qu'ils ont eues dans des bureaux de l'État en bonne et due forme. Vous voyez, c'est ce que je dis que... Donc, personnellement, vous constatez qu'il y a une légèreté au niveau des autorités de la ville. Vraiment, il y a une très grande légèreté à ce niveau-là. Mais la cause, c'est le manque de salaire. Parce qu'il y a des gens, 21 mois sans payer, et ce sont des problèmes. Alors, ils créent des mécanismes qui font qu'ils doivent lier les deux bouts du mois. Donc, c'est ça, en fait. Donc, je reviens encore à l'État. Et bien que la population a une part aussi dans tout ça, mais la grande part revient à l'État. Nous devons avoir une administration forte. Dans un pays où il y a une administration forte, les choses marchent correctement. Et la population qui ne respecte pas les normes, cette population-là doit être sanctionnée. Donc c'est ça. Les problèmes, ce n'est pas de respecter, mais il faut qu'il y ait aussi des sanctions pour ceux-là qui ne respectent pas les normes humanistiques et environnementales. Qu'est-ce que vous pouvez, vous, en tant que spécialiste en architecture, de proposer à l'État congolais face à ces inondations? Qu'est-ce que l'État congolais, personnellement, doit faire pour éviter cela? Je pense qu'il faut mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut. C'est-à-dire que vous pouvez imaginer, j'ai dit que j'enseigne à l'ISAU, Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme. Je suis le chef de section de l'urbanisme. Alors, en troisième année, quand nous envoyons nos étudiants faire les stages dans des communes, et quand ils arrivent, quand ils ramènent les rapports à leur retour, ils nous apprennent qu'ils sont désolés parce que les gens qui les ont reçus dans des communes n'ont pas des notions, c'est-à-dire ce ne sont même pas des urbanistes. C'est-à-dire, maintenant, ce sont nos étudiants urbanistes
qui leur donne des choses, des documents, des informations. Et, or, ils sont allés faire les stages. C'est là qu'ils devaient apprendre aussi certaines choses, mais finalement, ce sont nos étudiants qui apprennent à ces administratifs des informations liées à l'urbanisme et à l'environnement. Donc, les grands problèmes dont mettre les gens, dans la personne qu'il faut, à la place qu'il faut. Et ma grande déception, je vais profiter quand même pour parler de ma section un peu, parce que vous pouvez imaginer, cette année, à l'ISAU, il y a une affaire de 800 étudiants qui font l'architecture en première année, et il n'y a que 19 qui sont en urbanisme. 19, mais en architecture, 800. Et c'est quel déséquilibre. Quand j'essaye de conscientiser, de sensibiliser les étudiants à faire l'urbanisme, parce qu'aujourd'hui, les villes congolaises ont des problèmes liés à l'urbanisme, qu'est-ce que les étudiants me disent? Que non, nous ne voulons pas être des administratifs, des fonctionnaires. Donc, comme si être fonctionnaire au Congo, c'est une injure. Mais moi, je me rappelle, quand on était des petits enfants, ceux qui travaillaient à la fonction publique, c'était des grands messieurs. Parce qu'ils allaient se faire soigner dans des hôpitaux de l'État, moyennant la carte ayant droit, si il faut payer 5 $ pour les traitements, et ils payaient, je ne sais pas moi, des dollars ou 1,5 $. Voyez? Mais aujourd'hui, ce sont des gens qui travaillent dans des entreprises privées qui sont beaucoup plus valorisés que ceux qui travaillent dans l'administration. Et c'est ça qui fait que à la section urbanisme, il n'y a pas assez d'étudiants. Voyez? Mais or, les villes congolaises aujourd'hui ont des problèmes liés à l'urbanisme. Et vous affirmez cela, ce que les étudiants poussent comme raison? Mais oui, j'affirme. J'affirme, mais c'est comme ça que, bon, je sais que les pluies que nous avons connues ce dernier temps vont pouvoir peut-être réveiller à l'État. Donc, cherchons un mécanisme qui fera qu'un grand nombre d'étudiants puissent s'inscrire dans notre section. Parce que depuis la création en 2001, jusque-là, il n'y a même pas 150 urbanistes au Congo. 150, il y a moins de 150. Mais, Monsieur José, lancez un message à tous ceux qui veulent vous accompagner à l'urbanisme. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Leur faire comprendre c'est quoi l'urbanisme et quelle est son importance pour la ville de Kinshasa. Merci. Je dirais à la population qui me suit que la ville, il y a des gens qui sont spécialistes dans la gestion des villes. Ces gens-là, on les appelle des urbanistes. Et l'enseignement qui forme des urbanistes s'intitule urbanisme. Donc ici au Congo, depuis 2001, il y a une section à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme. Il y a une section urbanisme qui forme des urbanistes. Un urbaniste, c'est qui? C'est un expert, un concepteur des villes, un gestionnaire des espaces publics. Et d'ailleurs, mon souhait est que même être bourgmestre, c'est l'affaire des urbanistes. Être maire ou gouverneur, c'est l'affaire des urbanistes. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont appris comment gérer la ville. Et ils ont appris comment la ville fonctionne. Ce sont des concepteurs des villes. Et il est vrai que les villes, on ne les conçoit pas tous les jours, mais les gestionnaires doivent être des urbanistes. Et cette formation-là, ça existe au Congo, et plus précisément à l'ISAU, Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme. Et vous savez, la ville a des normes. On ne vit pas en ville n'importe comment, il y a des normes. Les bruits, on ne les fait pas n'importe comment dans les villes. On ne marche pas n'importe comment dans les villes. On ne jette pas les déchets n'importe comment dans la ville. Il y a des normes. Et ces normes-là, ce sont des urbanistes qui les connaissent. Donc je demande aux parents qui ont des enfants aux humanités, qui veulent faire des études supérieures ou universitaires, et d'orienter leurs enfants à l'ISAU et plus précisément à la section urbanisme pour sauver nos villes qui sont dans des difficultés énormes. Et or, on dit qu'après la pluie, c'est le beau temps, mais chez nous, à Kinshasa plus particulièrement, c'est devenu, après la pluie, c'est le mauvais temps. Après la pluie, il faut vous attendre aux pleurs, au malheur. C'est pas normal, mais il y a moyen de résoudre ces problèmes-là, parce que je viens de dire, on n'a pas moins de 150 urbanistes
Entre-temps, on a créé l'urbanisme depuis 2001, aujourd'hui 2019, 18 ans après, on n'a pas encore atteint 150 urbanistes. Et parce que les urbanistes travaillent premièrement dans l'administration. Mais nos jeunes sont en train de fuir l'administration, soi-disant, entre guillemets, que non, là-bas, il n'y a pas de bon salaire. Donc, j'envoie aussi un message à l'État de pouvoir voir un peu comment faire pour essayer d'améliorer la qualité de travail des fonctionnaires. En tant qu'urbaniste, quelle action mettez-vous sur le nouveau gouverneur Jean-Tini Ngobila sur son action de Kinshasa-Bopeto? Est-ce que ça va avec de normes de l'urbanisme ou c'est juste un slogan pour essayer de marquer son époque? Moi, je dirais bien, je ne vais pas mâcher mes mots, je dis bien, jusque-là, pour moi, c'est un slogan. Je suis expert en la matière, et jusque-là, je ne vois rien. Bon, il est vrai, il a des bonnes actions et des bonnes volontés également, parce que je me rappelle au début, j'ai lu dans les journaux, dans les médias, qu'il avait donné 13 000 $. Il semblerait qu'il avait donné 13 000 $ dans chaque commune, mais je n'ai pas vu deux actions. Moi, j'ai des photos, beaucoup de photos, parce que chaque fois quand je passe, là où je vois des poubelles, je prends des photos, là où je prends... Mais je pense qu'il faut qu'il y ait une étude. Avant qu'il y ait une étude, il faut rassembler les gens du domaine. Ils vont diagnostiquer, voir un peu, parce que je vais prendre un peu le langage de mon jeune frère urbaniste, fiston, Ilang, qui a toujours tendance à dire que non, l'urbaniste, c'est le médecin de la ville. Donc, c'est lui qui connaît la maladie de la ville. Donc, les problèmes qu'il y a, il faut faire les diagnostics. On doit savoir pourquoi il y a la saleté, qu'est-ce qu'il y a à la base, ou bien quelles sont les causes de ce saleté-là. Et j'ai bien dit, manque de l'éducation et de la gestion environnementale. Donc, au niveau de la population ne sait même pas que non, la saleté-là peut nous induire, peut nous conduire à la mort. Et je vais profiter également pour dire que, comme nous avons une affaire au-delà de 7000 églises de réveil, au-delà de 7000 églises de réveil à Kinshasa, comme les pasteurs sont les mieux écoutés, je voudrais également que monsieur le gouverneur puisse associer également les pasteurs dans cette action-là. Pourquoi je l'ai dit? Parce que les pasteurs sont les mieux écoutés. Il suffit seulement que les pasteurs puissent dire à ses fidèles que, vous voyez la saleté là. La saleté, c'est là où loge l'esprit satanique. Et moi, je pense que la saleté qui se trouve devant la parcelle de quelqu'un va dire que non, hier ou tel jour, les pasteurs avaient dit que là où il y a la saleté, c'est là où loge l'esprit satanique. Moi, je pense qu'on va enlever ça. On va enlever ça. Donc, il doit associer également les pasteurs parce que les pasteurs sont le mieux écoutés. Et d'ailleurs, quand quelqu'un est fou, bon, il est bien juste que la folie, ce n'est pas seulement l'esprit satanique. Il y a quelqu'un qui peut avoir aussi des problèmes au niveau des nerfs. Mais dans la plupart des cas, quand quelqu'un a la folie, le premier réflexe qu'il a, c'est d'aller à la poubelle. Pour dire que non, il y a quand même une relation entre l'esprit satanique et la saleté. Et moi, je pense que les gens, comme les Kinons, nous avons toujours peur. Nous allons enlever la saleté là parce que Pasteur avait dit. Pasteur avait dit que non, si je peux m'exprimer en lingala, non, saleté, les alliés ici, Satan va dans. Tout le monde, on a beau saleté, il va dans l'andak. Ou bien dans le pas, on en a. Moi, je pense que les choses pourront marcher. Et puis, on doit chercher à créer également, je demande à M. le gouverneur, de créer, si ça existe, je ne sais pas, de créer un service d'hygiène, la police d'hygiène ou la police d'urbanisme. Cette police-là aura pour mission de pouvoir sillonner dans des quartiers, dans des communes et voir un peu quelles sont les rues, les avenues ou des parcelles qui ne respectent pas les normes. Et moi, je me rappelle quand on était des petits enfants, chaque vendredi, il y avait des agents des services d'hygiène qui entraient dans chaque parcelle pour voir si la parcelle est propre. Ils allaient même voir, même les sanitaires. Et déjà, à partir de jeudi, on essayait d'arranger dans nos parcelles pour que on sait que non, demain, un agent va venir parce que si on trouve votre parcelle sale, votre sanitaire mal propre, vous êtes sanctionné. Si on peut revenir dans ça, et je pense qu'on pourra faire
ça va contribuer à Kin Bopeto. Voilà, M. José, clôturons cet entretien avec un sujet d'actualité qui est la gratuité de l'enseignement. Vous êtes le secrétaire général académique de l'Université panafricaine. Quelle action mettez-vous sur la gratuité de primaire en RDC? Est-ce que vous êtes pour ou contre? Est-ce que c'est le moment idéal? Comment vous, personnellement, vous jugez cette action lancée par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Je dirais, l'idée n'est pas mauvaise du tout, mais c'est la réalisation qui cause problème. À l'époque de Matata Mponyo, je pense qu'ils avaient ciblé quelques écoles ou quelques provinces, je pense. Et moi, je pense, au lieu de le généraliser d'une manière folklorique, s'il faut dire, il fallait peut-être qu'il y ait une étude. Et jusqu'à là, je me rends compte qu'il y a, dans des salles de classe, il y a beaucoup d'élèves aujourd'hui. Dans une salle qui devrait contenir 40 étudiants, maintenant le nombre a doublé, 80, 100 étudiants, 120 étudiants. Et moi, je ne sais pas comment cet enseignant-là pourra bien enseigner 120 ou 80 étudiants. Moi, je pense que l'idée n'est pas mauvaise du tout, mais on devait les faire d'une manière à pas des tortues, comme j'ai toujours tendance je dis souvent, on les fait à pas des tortues, ou bien il fallait bien examiner, dire peut-être que non, c'est pas totalement gratuit, mais à moitié gratuit. Il fallait commencer peut-être par dire que non, il faut commencer avec 10 000 francs ou 15 000 francs, ça allait quand même alléger les parents, parce que je sais que jusque-là, il y a des problèmes au niveau des écoles. Mais l'idée n'est pas mauvaise. Merci, M. José. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien d'aujourd'hui. Quel est le message que vous, personnellement, vous pouvez lancer d'abord à notre gouverneur Jean-Tini Ngobila sur son action de Kinshasa Bopeto, aux Congolais concernant le respect de l'urbanisme ici à Kinshasa, et aux membres de votre structure, Ma Ville, Mon Paradis. À vous le micro. Bien, par rapport au gouverneur de notre ville, j'ai salué, comme je cesse de le dire, l'action qu'il est en train de mener, mais je demande aussi à son entourage de l'aider pour la concrétisation de cette action qui est salvatrice. Et je vais demander aussi aux autorités urbaines de pouvoir lire les courriers. Moi, personnellement, plusieurs fois, j'ai écrit des courriers qu'on a déposés pour qu'il y ait quand même une rencontre ou un entretien. Nous donnons aussi parfois des avis ou des propositions à des solutions aux problèmes posés. Mais jusque-là, moi, personnellement, je constate que mes courriers sont restés lettres mortes. Donc, je demande aux collaborateurs du gouverneur, quand les gens viennent déposer des courriers adressés au gouverneur, que ça doit arriver à la personne indiquée. Ça, c'est un élément 1. Et par rapport à son idée, je pense qu'il y a lieu de pouvoir rassembler des experts. Il y a des ONG, il y en a beaucoup. Il y a des faux, il y a des vrais. Là, j'accuse personne. Mais il faut arriver quand même à cibler certaines ONG et voir aussi des personnes ressources de cette ONG-là. Moi, dans notre ONG, il y a beaucoup plus des aménageurs. Nous avons des architectes, des environnementalistes, nous avons des urbanistes, des écologistes, des aménageurs dans tous les aspects. Et c'est vraiment un bureau d'études. Nous sommes une ONG, mais nous sommes également un bureau d'études. Nous pouvons quand même faire des études préalables pour aider l'action que vous avez lancée, qui est Kin Bopeto. Sinon, pour moi, personnellement, ça n'engage que moi, c'est encore c'est un slogan. Mais faisons que ce slogan-là change, ça vient réellement une action qui pourra bien changer notre environnement. Et je dois dire aussi l'éducation environnementale. Il n'est pas seulement question de donner des pelles, des bêches, des bennes aux gens, mais il faut qu'il y ait aussi la sensibilisation de la population au niveau de quartier. Donnons l'autonomie aux chefs des quartiers, peut-être chaque mercredi, chaque vendredi. Les chefs des quartiers expliquent un peu le mieux fondé et expliquent les normes urbanistiques. Vous savez, l'espace vert que nous avons tendance à négliger, les premiers êtres de ce monde, Adam et Ève,
ils ont vécu dans un jardin d'Èden. Pour dire que non, il faut qu'il y ait cet aspect des espaces verts. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a des éboulements, des érosions, parce que manque des espaces verts. Là où il y avait l'espace vert, l'homme est arrivé à construire au niveau de la colline. À l'ongo, l'espace vert, les Kangamai, à Maïs, voilà les causes. Alors, par rapport à notre ONG, je dirais à nos membres d'être aussi actifs parce que ceux qui sont dans notre ONG, c'est un échantillon de quinoa. Mais je me rends compte qu'eux aussi, ils commencent à entrer dans l'esprit quinoa. S'ils peuvent revenir à notre idée première, ça pourra faire une bonne chose. Je m'arrête là. Voilà. Merci, M. José Bamenikio, chers téléspectateurs. C'est par ici que nous mettons fin à notre entretien d'aujourd'hui. Nous avons reçu M. José Bamenikio, l'homme aux multiples casquettes, coordonnateur national de l'ASBEL, ma ville, mon paradis, secrétaire général de l'Université panafricaine, docteur en architecture et urbanisme. Et c'est par ici que nous disons au revoir. Retrouvons-nous la semaine prochaine avec le nouveau numéro. Merci. Merci. C'est bon. Merci.